Rebonjour. On va faire la suite du cours de ce matin. Alors, d'abord, est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord, très bien. Alors, on poursuit le cours de ce matin sur les espaces vectoriels. On avait donné deux exemples d'espaces vectoriels, donc je vais essayer de donner deux autres exemples, et puis on va commencer par les propriétés et quelques premiers théorèmes concernant les espaces vectoriels. Alors, le troisième exemple, ça concerne l'ensemble KX. Alors, c'est un ensemble dont on a déjà parlé avant. Ça s'appelle les polynômes. Ce sont des polynômes en X à coefficient dans K. Alors, les polynômes en X, pardon, il y a des gens qui attendent. Donc, les polynômes en X, ils s'écrivent comme ça, c'est A0 plus A1X, donc c'est A0 plus A1X plus A2X2, etc., plus ANXN, où N c'est un entier naturel, et puis les A0, A1 jusqu'à AN, ils sont dans K. Donc voilà ce qu'on appelle les polynômes. Alors l'ensemble de tous les polynômes, on le note comme ça. Donc, ce sont des polynômes en X, X c'est l'indéterminé. Et puis, les A0, c'est ce qu'on appelle les coefficients. Les coefficients, ils sont dans K. Ce qui fait que cette notation, donc, on va l'utiliser assez souvent, donc il faut vous rappeler de ce que ça signifie. Donc, K de X, c'est l'ensemble des polynômes en X à coefficient dans K. Alors, on va munir cet ensemble-là, on va le munir de deux lois, une loi interne et une loi externe. Alors, la loi interne, c'est quoi? La loi interne, c'est la somme des polynômes. Donc, j'espère que tout le monde sait faire la somme de deux polynômes. Donc, on munit Kx de l'addition des polynômes et de la multiplication des polynômes par un élément de K, par un scalaire. Et on obtient donc une loi interne et une loi externe. Avec ces deux lois, eh bien, on montre que l'ensemble des polynômes, c'est un espace vectoriel sur K. Alors, vérifiez que les propriétés de la définition sont satisfaites. Et donc, on obtient un espace vectoriel. Alors, cet espace vectoriel, son élément neutre par rapport à l'addition, son élément neutre, c'est ce qu'on appelle le polynôme identiquement nul. Donc, c'est le polynôme dont tous les coefficients sont nuls. C'est le polynôme qui s'écrit A0 plus A1x plus ANXN, etc., avec tous les AI qui sont égaux à 0. C'est ce qu'on appelle le polynôme nul. Et ça, c'est l'élément neutre de KX pour l'addition. Alors, un autre ensemble, là j'ai mal écrit l'ensemble. Alors, l'ensemble A, R, R. Alors, cet ensemble-là aussi, on en a parlé avant. Alors, A, c'est pour dire application. Le premier R, c'est l'ensemble de départ. Et là, c'est l'ensemble d'arrivée. Donc, cet ensemble-là, c'est l'ensemble de toutes les applications qui vont de R dans R. Alors, donc, cet ensemble-là, l'ensemble de toutes les applications de R dans R, quand on le munit de l'addition des applications, alors l'addition des applications, comment elle se passe? Vous prenez une application F et une application G. Alors, c'est quoi l'addition de F et de G? F plus G, c'est quoi? Eh bien, c'est l'application aussi qui va de R dans R et qui a X. Comment on définit F plus G de X? C'est F de X plus G de X. Voilà ce qu'on appelle l'addition des applications. Alors, la loi externe, c'est on prend une application avec un scalaire. Donc, c'est quoi lambda F? Alors, lambda F, c'est l'application qui va de R dans R et qui a X, on associe. Lambda F appliqué à X, c'est quoi? C'est lambda fois F de X. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi externe.
Alors, avec ces deux lois, donc l'addition des applications, la multiplication d'une application par un scalaire, eh bien, on obtient un espace vectoriel. Donc, l'ensemble des applications, c'est un espace vectoriel sur R. C'est quoi son élément neutre? Alors, l'élément neutre, c'est l'application nulle. L'application nulle, c'est l'application de R dans R. Et qui a X, on associe toujours, pour n'importe quel X, on associe 0. C'est ce qu'on appelle l'application nulle. Donc, il faut savoir aussi que l'ensemble des applications de R dans R, eh bien, c'est aussi un espace vectoriel sur R. Donc, je vous ai donné un certain nombre d'exemples. Alors, pour chaque exemple, il faut vérifier que les conditions de la définition sont satisfaites. Et donc, vous obtenez à chaque fois un espace vectoriel. Alors, vous voyez que les espaces vectoriels, c'est vaste. Donc, ça peut être des corps, comme on l'a vu dans le premier exemple. Ça pourrait être des produits cartésiens de corps. Alors, ça peut être des polynômes. Ça peut être des applications. Hein, et puis, il y a d'autres exemples aussi. Hein, ça peut être n'importe quoi. Donc, un espace vectoriel, c'est vraiment... Voilà pour les exemples. Alors, on va commencer par un premier résultat. Ce sont ce que j'ai appelé des propriétés élémentaires. Donc, ce sont des résultats mais qu'il faut connaître. Alors, la proposition, elle vous dit, donc on se place dans un espace vectoriel sur un corps commutatif K. Alors, on prend deux vecteurs et on prend un scalaire. Alors, il faut savoir que lambda fois U moins V. Alors, moins V, c'est quoi moins V? Alors, moins V, c'est en fait le symétrique de V, parce qu'on sait que E avec l'addition, c'est un groupe. Donc, n'importe quel élément possède un symétrique. Donc, si vous prenez un V dans E, alors son symétrique, comme la loi c'est addition, donc son symétrique c'est moins V. C'est ce qu'on appelle le symétrique. Alors donc, lambda fois U moins V, c'est lambda U moins lambda V. Donc moins, quand vous voyez moins, c'est le symétrique par rapport à l'addition. Ensuite, la deuxième propriété, c'est... Alors la deuxième propriété, c'est que si vous prenez un scalaire fois le vecteur nul, donc ici, ce n'est pas un scalaire fois un scalaire nul, ou là, un vecteur fois un vecteur nul. Non, c'est un scalaire avec un vecteur. Si vous prenez, donc ici, c'est la loi externe. Si vous prenez lambda avec le vecteur nul, bien, ça vous donne le vecteur nul. Maintenant, si vous prenez le 0 de K, donc le scalaire nul, vous le multipliez par n'importe quel vecteur, même si U n'est pas nul, eh bien, vous obtenez toujours le vecteur nul. Et de manière générale, lorsqu'un produit externe, donc lorsqu'un scalaire fois un vecteur est nul, alors ça signifie que ou bien le scalaire est nul, ou bien le vecteur est nul. Alors maintenant, si vous prenez le symétrique de lambda par rapport à l'addition, vous le multipliez par un scalaire, alors vous obtenez le symétrique de lambda fois U, et c'est aussi lambda fois le symétrique de U. Bon, ça a l'air d'être évident, parce que on peut les voir comme des propriétés de R. En fait, ce ne sont pas des propriétés de R. Ce sont des propriétés d'un espace vectoriel. Et il se trouve que ces opérations, elles se comportent comme des opérations dans R. Mais faites attention. On n'est pas dans R, mais on est dans des espaces vectoriels. Donc, même si ça vous paraît évident, ce n'est pas si évident que ça. Il faut faire attention. Alors, on va essayer de les démontrer une par une.
Vous allez voir que c'est pas compliqué. Donc, je vais commencer par la première. Alors, on va prendre donc pour toutes les propriétés qu'on va démontrer. Donc, les hypothèses sont les suivantes. U et V, donc, ce sont des vecteurs. Et puis, lambda, c'est un scalaire. On va commencer par la première. Alors, on a lambda fois U moins V plus lambda V. Donc, regardez bien. Lambda fois U moins V plus lambda fois V. Alors, ça, c'est égal à lambda fois U moins V plus V. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on associe? C'est la distributivité. Et je vous ai dit, non, c'est pas la distributivité. La distributivité, il faut qu'on ait une loi, il faut qu'on ait deux lois internes. Il faut que ça se passe dans le même ensemble. Pour parler de la distributivité. Alors ici, on n'est pas dans le même ensemble. Lambda, il est dans K, et U moins V avec V, ils sont dans E. Donc, c'est pas tout à fait la distributivité. Mais oui. Un genre C'est l'une des propriétés de l'espace vectoriel. Alors, on a dit tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, on a dit que pour avoir un espace vectoriel, il faut des conditions. Alors, la première condition, regardez, la première condition, c'est A. Lambda, donc si vous prenez un scalaire fois la somme de deux vecteurs, vous allez avoir lambda fois U plus lambda fois V. Donc ça, c'est la première propriété que doit vérifier un espace vectoriel. C'est pas tout à fait la distributivité parce que on n'est pas dans le même ensemble. Mais c'est comme la distributivité, effectivement. Donc, c'est la première propriété d'un espace vectoriel. Donc, regardez bien, c'est ce qu'on a appliqué ici. Alors, on a ça, c'est un vecteur, U moins V, c'est un vecteur, V, c'est un vecteur, et lambda, c'est un scalaire. Donc, c'est comme la distributivité. Lambda fois U moins V plus V, donc ça va donner lambda fois U moins V, le voici, plus lambda fois V, le voici. Donc ça, c'est parce qu'on a affaire à un espace vectoriel. C'est la première propriété. Alors maintenant, regardez la parenthèse. C'est quoi U moins V plus V? Alors là, on est dans E. Et E plus, c'est un groupe. Alors dans un groupe, la loi, elle est associative. Ce qui fait qu'on peut enlever les parenthèses. Et on a U moins V plus V. Alors moins V plus V, ça donne 0. Et U plus 0, ça donne U. Et donc, on obtient lambda fois U. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on additionne, on rajoute le vecteur moins lambda V. Lambda V, il est dans E, et E plus, c'est un groupe. Donc, je prends le symétrique. Le symétrique, c'est moins lambda V. Alors, on va ajouter moins lambda V à gauche et à droite. Alors, quand on le rajoute à gauche, on va avoir lambda V moins lambda V qui va donner 0. Donc, à gauche, on va obtenir lambda fois U moins V. Voilà ce qu'on obtient à gauche. Et à droite, on va avoir lambda U moins lambda V. On obtient lambda U moins lambda V. Ben, ce qui fait qu'on a obtenu la première propriété. Lambda moins V, c'est lambda U moins lambda V. Il faut juste justifier d'où viennent les choses. Donc ici, c'est la première propriété d'un espace vectoriel. Alors une fois qu'on la connaît, classe. Alors maintenant, on veut montrer que lambda fois 0, c'est égal à 0. Lambda fois le vecteur nul, il faut que ce soit égal au vecteur nul. Alors ce qu'on va faire, dans la propriété, la première propriété, on va prendre V égale à U. Puisque la première est vérifiée, quel que soit U et V, donc si je prends V égale à U, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, donc on obtient U moins U. U moins U, c'est 0 de E, parce que U et V sont dans E. Donc U moins U, c'est 0 de E. Ce qui fait que lambda fois 0 de E, ça va être égal. Donc j'ai dit V, c'est U.
Donc, on obtient lambda U moins lambda U. Mais comme lambda U, il est où le lambda U? Est-ce qu'il est dans K ou là dans E? Il est dans E. Là aussi, lambda V, il est dans E. Ce qui fait que si on a lambda U moins lambda U, ben, ça va être égal à 0 de quoi? De E. Ben, c'est 0 de E. Donc, lambda fois 0 de E, ça va être égal à 0 de E. Monsieur, Oui, on est en train de démontrer les propositions demain. bien sûr, oui. Ok. On a donné une proposition, on a donné des opérations, on essaie de les démontrer. Voilà, donc on a montré la première, on a montré la deuxième, maintenant il reste à montrer les trois autres. Hein, vous voyez, donc j'ai dit preuve. On essaie de prouver les propriétés de tout à l'heure. Donc les deux premières, c'est bon, c'est réglé. On va montrer maintenant que 0 de K, troisièmement, c'est pas très clair. Hein. Bon, il y a des choses qui se sont effacées, donc il va falloir compléter. Alors maintenant, je veux montrer que 0 de K fois n'importe quel vecteur, c'est égal à 0 de E. C'est bien ça, regardez bien. 0 de K fois n'importe quel vecteur, c'est égal à 0 de E. Alors, comment faire comme la première? C'est exactement, on va démarrer comme dans le premier cas. Sauf que au lieu d'avoir la différence de deux vecteurs, on va prendre la différence de deux scalaires. Alors, regardez, je vais prendre la différence de deux scalaires. Lambda moins mu, que multiplie U, plus mu fois U. Alors, ça va être égal à lambda moins mu plus mu fois U. Alors, pourquoi? C'est là aussi, c'est les propriétés d'un espace vectoriel. Alors, l'une des propriétés d'un espace vectoriel, c'est, je ne me rappelle pas de quel numéro, alors, ça dit que lambda U, alors, la propriété, elle dit que lambda plus, ou bien alpha par exemple, allez, alpha plus bêta fois U, l'une des propriétés, elle dit que ça, c'est comme la distributivité à droite. C'est alpha U plus bêta fois U. C'est l'une des propriétés d'un espace vectoriel. Alors donc, ce qu'on va faire, regardez bien. Lambda moins mu, c'est alpha. Et puis mu, c'est bêta. Donc, alpha plus bêta fois U, ça va donner alpha U. Donc, c'est alpha U plus mu fois U. Donc, c'est l'une des propriétés de l'espace vectoriel. Et donc, maintenant, je regarde lambda moins mu plus mu. Donc, mu, il s'en va. Ce qui reste, c'est lambda. Donc, on obtient lambda fois U. C'est égal à lambda fois U. Alors, maintenant, je vais enlever mu fois U dans les deux cas. À gauche et à droite. Alors, à gauche, quand j'enlève mu fois U, donc, ce qui reste, c'est lambda moins mu fois U. Lambda moins mu fois U, c'est ce qui reste à gauche. Et à droite, je vais avoir lambda fois U moins mu fois U. Et puis, on va prendre maintenant mu égale à lambda. Si je prends mu égale à lambda, qu'est-ce que j'obtiens à gauche? Mu, donc je le remplace par lambda. Donc j'obtiens lambda moins lambda. Alors à quoi est égal lambda moins lambda? 0 K. C'est 0 de K. Donc j'obtiens 0 de K. Ça c'est effacé, mais c'est pas grave. C'est 0 de K que multiplie U. Donc le vecteur U, il est quelconque. Alors ça va être égal à quoi? Je prends mu égale à lambda. Donc j'obtiens lambda fois U moins lambda fois U. 0 E. Et ça c'est 0 de E. Donc 0 de K fois n'importe quel vecteur, ça me donne 0 de E. Ça, c'est la troisième propriété. Alors maintenant, la quatrième. Regardons là ensemble. La quatrième, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que lorsqu'un scalaire fois un vecteur est nul, ça signifie deux choses. Ou bien le scalaire est nul,
ou bien le vecteur est nul. L'un des deux est forcément nul. Donc, pour montrer une équivalence, on va montrer l'implication dans ce sens et l'implication dans ce sens. Alors, on va commencer par la première. Donc, on suppose que lambda fois U est égal à 0 et on va montrer que forcément l'un des deux est nul. Alors, pour lambda, il y a deux possibilités. Si lambda est nul, ben, à ce moment-là, c'est terminé, puisque je dois montrer que l'un d'eux est nul. Donc, si lambda est nul, classe, c'est bon. La deuxième possibilité, c'est que lambda n'est pas nul. Alors, si lambda n'est pas nul, on doit montrer à ce moment-là que c'est forcément U qui est nul. Donc, si lambda n'est pas nul, comme on est dans un corps, alors là, je vous renvoie aux définitions d'un corps. Dans un corps, n'importe quel élément non nul est inversible. Donc, lambda, il est inversible dans le corps K, parce qu'il est non nul. Alors, inversible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un élément qu'on appelle lambda moins 1 dans le corps, tel que lambda moins 1 fois lambda égale à lambda fois lambda moins 1 égale à 1 de K. Voilà ce qu'on appelle un élément inversible. Alors, je reviens à cette égalité. Et puisque lambda moins 1 existe, je vais multiplier par lambda moins 1 à gauche et à droite. Alors, donc, on a lambda U égale à 0. Je multiplie par lambda moins 1. Donc, j'obtiens lambda moins 1 fois lambda U, ben, qui va être égal à lambda moins 1 fois 0. Alors, on est dans un espace vectoriel. Et dans un espace vectoriel, on a vu que si on a alpha fois parenthèse bêta fois U, on peut déplacer la parenthèse. C'est l'une des propriétés d'un espace vectoriel. On peut déplacer la parenthèse. Et donc, j'obtiens lambda moins 1 fois lambda fois U. Et on a vu qu'un scalaire fois le vecteur nul, c'est la propriété d'avant. Voilà, un scalaire, ici, la propriété de un scalaire fois le vecteur nul, ça donne le vecteur nul. Donc, on l'applique. Un scalaire fois le vecteur nul, donc ça donne le vecteur nul. Et puis, lambda moins 1 fois lambda. On vient de voir que lambda moins 1 fois lambda, c'est égal à 1. Donc, je remplace. Je vais obtenir 1 de K fois U égale à 0 de E. Mais une autre propriété d'un espace vectoriel, c'est la dernière propriété. Alors, elle dit toujours que 1 de K fois U, c'est toujours égal à U. Et donc, on obtient U égale à 0 de E. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On a démarré de lambda U égale à 0. Et on a deux possibilités. Lambda est égal à 0, ou bien lambda différent de 0, et à ce moment-là, U est égal à 0. Alors, si on veut résumer, voilà ce qu'on vient de démontrer. Lambda U égale à 0 implique ou bien lambda égale à 0, ou bien, si lambda n'est pas égal à 0, eh ben c'est U qui est égal à 0. Alors maintenant, dans l'autre sens, l'implication comme ça. Alors, dans l'autre sens, on a ça ou bien ça. Alors, si lambda est nul, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir 0 fois U. Et 0 fois U, on a montré que c'est égal à 0. Deuxième cas, c'est U qui est nul. Alors, si U est nul, on a montré aussi que lambda fois 0, c'est égal à 0. Donc, l'implication dans l'autre sens, elle provient de 2 et 3. Ce sont les propriétés 2 et 3 qu'on a montrées avant. Alors, donc, la double implication, elle me donne l'équivalence. Alors, je vais voir s'il y a des gens qui attendent. Oui. Alors, je continue. Il reste une propriété à démontrer. La dernière propriété, c'est, regardez bien,
c'est moins lambda fois U égale à moins lambda U. Ensuite, lambda fois moins U égale à moins lambda U. Alors, on va essayer de démontrer ceci. Alors, regardez bien. Si je prends lambda U plus moins lambda fois U. Donc, moins lambda, c'est le symétrique de lambda par rapport à l'addition d'Anka. Alors, la première propriété d'un espace vectoriel, elle vous dit que alpha plus bêta fois U, la distributivité à gauche, à droite, c'est comme la distributivité. C'est pas tout à fait la distributivité, on l'a dit plusieurs fois. Donc, lambda plus moins lambda fois U, c'est lambda fois U, plus moins lambda fois U. C'est une des propriétés d'un espace vectoriel. Mais lambda plus moins lambda, c'est 0, c'est 0 de K. Donc on obtient 0 de K fois U. Et on vient de montrer que 0 de K fois U, c'est 0 de E. D'accord? C'est égal à 0,2. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais rajouter lambda U, je vais rajouter moins lambda U à gauche et à droite. Donc, ce que je vais rajouter, c'est, on rajoute moins lambda U. Comme ça, je vais rajouter moins lambda U. Je vais le rajouter à gauche et à droite. Alors, quand on le rajoute à gauche, donc on va avoir moins lambda U plus lambda U. Donc, il s'en va. Ce qui va rester, c'est celui-là. Quand je le rajoute à droite, je vais avoir moins lambda U plus 0. Et donc, ça me donne moins lambda U. Et donc, j'ai montré que moins lambda fois U égale à lambda U. Alors, comment on va lire cette propriété? Comment elle se lit? Le symétrique de lambda. De lambda. Oui. Enfin, U, c'est le symétrique c'est le symétrique de lambda fois. Lambda fois U. Mais quand on parle de symétrique de lambda, c'est dans quel ensemble? K. C'est dans K, oui. Vous pouvez le considérer comme R. Mais de manière générale, c'est le symétrique de lambda dans K. Par contre, le symétrique ici, c'est le symétrique de lambda U dans quel ensemble? E. Dans E. Vous voyez? Donc, ça commence à rentrer dans les esprits. C'est exactement ceci. Alors, on a aussi la chose suivante. Alors, je vais prendre maintenant, regardez, qu'est-ce qu'on a pris ici? On a pris le symétrique de lambda. Maintenant, je vais prendre le symétrique de U. Donc, je vais prendre lambda U plus lambda fois le symétrique de U. Alors, ce que je vais mettre en facteur ici, c'est lambda. Donc, ça, c'est lambda fois U plus moins U. C'est l'une des propriétés d'un espace vectoriel. Je ne me rappelle pas, c'est la première ou la deuxième. Donc, lambda fois U plus V, c'est lambda U plus lambda V. Maintenant, U plus moins U, donc c'est 0 de E. Et lambda fois 0 de E, ça me donne 0 de E. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter moins lambda fois U. Donc, je vais rajouter le symétrique de lambda fois U à gauche et à droite. Alors, quand je le rajoute ici, à gauche, donc j'obtiens moins lambda U plus lambda U. Donc, ça s'élimine, ça donne 0. Donc, ce qui reste, c'est lambda fois moins U. Quand je le rajoute à droite, donc je vais avoir 0 moins lambda U. Et donc, ça me donne moins lambda U. Ça veut dire que moins lambda, regardez qu'est-ce qu'on obtient. Moins lambda U, ben c'est ce qu'on a obtenu ici. Ça veut dire que moins lambda U, il est
en même temps égal à ça, et en même temps égal à ça. Ce qui fait qu'au final, moins lambda fois U, donc ça, c'est moins lambda U, et on vient de voir aussi que moins lambda U, c'est aussi égal à lambda fois moins U. Et donc, cette opération-là, elle se lit de la façon suivante. Le symétrique de lambda dans K fois U, c'est égal au symétrique de lambda U dans E. Et c'est en même temps égal à lambda fois le symétrique de U dans E. Donc voilà ce qu'on obtient. Et avec ça, on a terminé la preuve de la proposition de tout à l'heure. Alors maintenant, on arrive à quelque chose de plus important. Alors lorsque on étudie les espaces vectoriels, ce qui joue un rôle important, comme dans le cas des groupes, ce qui joue un rôle important, c'est ce qu'on appelle les sous-espaces vectoriels. Dans les groupes, ce qui joue un rôle important, ce sont les sous-groupes. Les sous-groupes, ça intervient partout. Et ça a beaucoup de propriétés. Quand on étudie les groupes, ce qui joue un rôle primordial, ce sont les sous-groupes. Et dans l'étude des espaces vectoriels, ce qui intervient le plus souvent, ce sont les sous-espaces vectoriels. Donc, c'est ce qu'on appelle les sous-structures. Alors, on va définir ce que c'est qu'un sous-espace. Donc, en gros, un sous-espace, c'est quoi? Vous avez un espace vectoriel. Vous avez un espace vectoriel E. Ensuite, vous prenez une partie de E. Donc, c'est un ensemble qui est inclus dans E. Et qui est lui-même un espace vectoriel. Donc, E, c'est un espace vectoriel sur K. Vous prenez F qui est inclus dans E, et tel que F, c'est lui-même un espace vectoriel sur K. Alors, comme il est inclus dans E, on l'appelle un sous-espace vectoriel. Mais pour vérifier que F est un sous-espace vectoriel, donc ça revient à vérifier que c'est un espace vectoriel, lui-même que c'est un espace vectoriel. Donc il y a beaucoup de propriétés. Il faut remonter à la définition. Alors, il y a un résultat qui dit que pour vérifier que F est un sous-espace vectoriel, il suffit juste de vérifier 3 propositions. 3, ça suffit. Et elles sont très simples. Si ces 3 propositions sont vérifiées, si ces 3 conditions sont vérifiées, alors F, c'est forcément un espace vectoriel. Et ça simplifie énormément les choses. Alors, définition. Une partie F d'un espace vectoriel E. Donc, on a d'abord à l'origine un espace vectoriel E. Ensuite, on prend une partie. Donc, c'est un ensemble qui est inclus dans E. Alors, cette partie-là, c'est un sous-espace vectoriel si ça vérifie les conditions suivantes. Alors, la première condition, il faut vérifier que F est non vide. Un sous-espace vectoriel, il doit être non vide. Première condition. Deuxième condition, il faut que la loi plus soit interne dans F. Ça veut dire que si je prends 2 éléments dans F, la somme, elle reste dans F. Et la troisième condition, c'est que la loi externe, c'est aussi une loi externe dans F. La loi externe de E, elle est aussi externe dans F. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un élément dans F, et n'importe quel scalaire, alors le produit, il doit appartenir à F. Il reste dans F. Alors, si on vérifie ces 3 conditions, on a affaire à un espace vectoriel. On obtient ce qu'on appelle un sous-espace vectoriel.
Et ça, dans le cas pratique, c'est très facile à vérifier. Par contre, pour vérifier qu'un ensemble est un espace vectoriel, il y a énormément de conditions. Donc, cette définition, elle vous permet de vous ramener à 3 conditions très simples. Si elles sont vérifiées, on a affaire à un espace vectoriel. Alors, on peut encore les simplifier. Au lieu d'avoir 3 conditions, on peut les ramener à 2 conditions. On garde la première, et les 2 dernières, elles sont équivalentes, on peut les réunir en une seule. Donc, les conditions 2 et 3 sont équivalentes à la condition suivante. Au lieu d'avoir 2 et 3, on peut les rassembler en une seule. Cette condition, elle va s'écrire comme ça. Quel que soit U et V dans F, quel que soit lambda dans K, alors il faut juste vérifier que lambda U plus V appartient à F. Donc, si vous avez la première condition et la 4e condition, vous avez affaire à un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel. Alors, dans certains livres, au lieu d'avoir lambda U plus V, dans certains livres, vous allez trouver lambda U plus mu fois V. Ça veut dire que vous prenez 2 scalaires. Lambda U plus mu fois V appartient à F. Donc, dans certains livres, je répète, au lieu d'avoir lambda U plus V, on vous dit il faut avoir lambda U plus V, plus mu V appartient à F. Alors, en fait, ça et ça, c'est équivalent. En fait, elles sont équivalentes. On montre qu'elles sont équivalentes. Donc, ou bien vous utilisez... Alors, celle que je vous ai donnée, c'est plus simple que celle-là. Mais si vous voulez utiliser celle-là, c'est vrai aussi. Donc, elles sont équivalentes. Hein. Ça veut dire que si vous avez l'habitude de travailler sur des livres, si vous trouvez cette condition, ça ne veut pas dire que c'est une contradiction. Non. Ça et ça, c'est la même chose. Elles sont équivalentes. On passe de l'une à l'autre sans problème. Donc, voilà ce qu'on appelle un sous-espace. Alors, quelques remarques. Alors, soit E un K espace vectoriel. Donc, E, c'est un K espace vectoriel. Alors, si F, c'est un sous-espace vectoriel, donc si F, c'est un sous-espace, alors 0 de E, il est forcément dans F. Le 0 de E, il appartient forcément à F. Alors, pourquoi? On va essayer de donner la preuve. Bon, pardon. Alors, on a dit que F, c'est un sous-espace. C'est ça la condition. Regardez la remarque. Donc, je démarre du fait que F, c'est un sous-espace. F, c'est un sous-espace. Et je dois montrer que à ce moment-là, le 0 de E, il est forcément dans F. Alors, donc, l'hypothèse, c'est que F, c'est un sous-espace. Je vais l'écrire comme ça pour simplifier. Sous-espace vectoriel de E. Alors, comme c'est un sous-espace, donc les conditions 1, 2 et 3 sont vérifiées, parce que c'est un sous-espace. Alors, la première condition, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que F est non vide. Alors, puisque F est non vide, donc il existe au moins un élément dans F. Il y a au moins un élément. Donc, il existe un U qui est dans F. Alors, la troisième condition, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quel que soit lambda dans K, oui, quel que soit lambda dans K, et quel que soit un élément de F, quel que soit lambda dans K, donc je vais avoir lambda fois, alors je sais que U appartient à F.
Donc, je vais avoir lambda fois U qui va être dans quel ensemble? Donc, j'ai U qui est dans F et j'ai lambda qui est dans K. Donc, lambda U, où est-ce qu'il va être? F. Il va être dans F. Ça, c'est vrai, quel que soit lambda. Donc, si je prends le 1 de K, il appartient à K. Son symétrique par rapport à l'addition, c'est moins 1 de K. Alors, donc, si je prends lambda égale à moins 1, moins le 1 de K, qu'est-ce que je vais avoir ici? Alors, je vais avoir moins 1 de K fois U qui va appartenir à F, puisque c'est vrai quel que soit lambda. Mais le moins 1 de K fois U, on sait qu'on vient de montrer que ça c'est égal à moins 1 de K fois U. Donc celui-là, il appartient à F. Et c'est quoi 1 de K fois U? C'est U. C'est U. C'est l'une des conditions d'un espace vectoriel. Dans un espace vectoriel, 1 de K fois un vecteur, ça donne toujours le vecteur lui-même. Et donc ici, j'obtiens moins U qui appartient à F. Alors, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer qu'il y a U, il y a un élément U qui est dans F. Je viens de démontrer aussi que moins U appartient à F. Donc, moins U, il appartient à F. Alors, la deuxième condition, qu'est-ce qu'elle me dit? Regardez bien la deuxième condition, qu'est-ce qu'elle dit? Pour un sous-espace. Pour un sous-espace, la deuxième condition, elle dit que chaque fois que j'ai deux éléments dans F, la somme, elle appartient à F. Et donc, j'ai U qui est dans F, j'ai moins U qui est dans F, alors la deuxième condition, elle me dit que U plus moins U, elle appartient à F. Mais c'est quoi U plus moins U? 0 de E. Ben, c'est 0 de E. C'est-à-dire que 0 de E, il est forcément dans F. Donc, n'importe quel sous-espace, il contient forcément l'élément neutre de E. Et c'est ça ce que dit la première remarque. Donc, si F est un sous-espace de E, en utilisant les trois conditions, on montre que 0 de E appartient à F. Alors, je viens de faire la preuve devant vous. Alors, je vais vous demander de la refaire. Faites ça en exercice. Essayez de la retrouver vous-même. Alors, à ce moment-là, c'est quoi la contraposée de cette implication? Alors, quand on dit si on a quelque chose, alors on a la chose suivante. Ça veut dire qu'on a une implication. F sous-espace implique que 0 appartient à F. Alors, c'est quoi la contraposée? Si 0 de E n'appartient pas à F, alors Si F 0 n'est de pas... E n'appartient pas à F, alors F n'est pas un sous-espace. Alors, ça veut dire que pour montrer qu'un élément, qu'un ensemble est un sous-espace, il faut toujours commencer par le 0 de E. Le 0 de E, c'est très important. Donc, quand on vous dit dans un exercice, est-ce que F, c'est un sous-espace? Commencez toujours par 0 de E. Alors, si 0 de E n'est pas dans F, qu'est-ce que vous allez conclure? Ce n'est pas un sous-espace. Donc, F n'est pas un sous-espace. Non, je vais écrire non, non sous-espace. Monsieur,
Oui. Si l'élément neutre de E n'existe pas à F, Si l'élément neutre de E n'est pas dans F, oui. oui, quand vous faites, alors il n'y a pas une symétrie. Quel que soit un élément, il n'y a pas son symétrie. Non, ça veut dire que ce n'est pas un sous-espace. On ne peut pas parler de symétrie. Parce que, alors, on est d'abord dans, alors F est inclus dans E, d'accord? Le symétrique, il est dans E. Il existe dans E, le symétrique. Oui. Parce que E, c'est un espace vectoriel. Donc, le symétrique, il est dans E. Le problème, c'est, est-ce qu'il est dans F? Oui. Dans F, on ne sait pas. Oui. D'accord? Mais dans E, on sait qu'il y est. D'accord. Merci. Alors, donc, si 0 de E n'est pas dans F, vous allez conclure directement que F ne peut pas être un sous-espace. Maintenant, si 0 de E appartient à F, qu'est-ce que vous allez conclure? Vérifier les autres. Ah ben, vous allez conclure d'abord que F n'est pas vide, parce qu'il contient un élément. Alors, F n'est pas vide, ça veut dire que, la première condition est vérifiée. Alors maintenant, il faut passer à la 2, à la deuxième et à la troisième. C'est comme les sous-groupes, c'est exactement la même chose. Commencez toujours par l'élément neutre. S'il n'est pas dans F, donc ce n'est pas un sous-espace. S'il est dans F, ça veut dire que F est non vide et on passe aux deux autres conditions. C'est comme ça qu'il faut raisonner toujours dans la pratique. Bon, alors il faut savoir maintenant que l'ensemble qui est réduit à l'élément neutre, donc l'ensemble formé par 0 de E, et E lui-même, ce sont des sous-espaces vectoriels. Parce que ces ensembles-là, ils vérifient les conditions 1, 2 et 3. Donc, pour un espace vectoriel, il a au moins, n'importe quel espace vectoriel, il a au moins deux sous-espaces. C'est l'ensemble qui est réduit à l'élément neutre et l'espace lui-même. Donc, les sous-espaces, ils existent toujours. Il y a au moins deux. Et puis, la quatrième remarque, c'est dire que F, c'est un sous-espace de E, ça signifie que F est lui-même un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel et qui est inclus dans E. Donc, c'est un espace vectoriel qui est plus petit. C'est pour ça qu'on l'appelle un sous-espace vectoriel. Voilà donc pour les remarques. Alors, exemple de sous-espace. Alors, je vais vous donner le premier. Je vais essayer de faire la preuve. Ensuite, je vais vous demander de faire la preuve des suivants. Alors, le premier, c'est quoi? Alors, on va prendre E égale à R3. Alors, pour ceux qui étaient là ce matin, j'ai montré que R3 est un espace vectoriel. De manière générale, Rn, le produit cartésien de R fois R, n fois, donc Rn, de manière générale, c'est un espace vectoriel. Donc, si je prends n égale à 3, donc j'obtiens R3, c'est un espace vectoriel sur R. Alors maintenant, je vais prendre une partie. Une partie, donc c'est un sous-ensemble. F, c'est quoi? Comme c'est un sous-ensemble, donc il est formé par des triplés, par des éléments de R3. Mais ce n'est pas tous les éléments de R3. Certains parties, quelques vecteurs. Pas tous les vecteurs. Alors, c'est quoi F? Ce sont les vecteurs, pas tous. Ceux qui vérifient x plus z est égal à 0. Alors, cet ensemble F, eh bien, c'est un sous-espace de R3. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est donnez-moi un élément qui est dans F. Est-ce que quelqu'un peut me donner un vecteur qui appartient à F? Alors, donnez-moi un vecteur qui est dans F. 0, 0, 0. 0, 0. 0, 0, 0. Eh bien, c'est ça ce qu'on appelle l'élément neutre de R3.
Ça, c'est 0 de E. C'est ça le 0 de R3. C'est le vecteur dont toutes les composantes sont nulles. Donnez-moi un autre vecteur. Un vecteur. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Ça, c'est un élément qui est dans E. Un autre. Avec la première 0, composante 5. non nulle. Eh ben, je vais prendre par exemple 4 ici. Allez, complétez ce vecteur pour avoir un élément de 0, 5 moins 4. 0, 5, 4, 5 et moins 4, par exemple. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un élément de F? C'est quoi la condition? La somme de x et Il faut y juste que la soit première composante plus la dernière composante, il faut que ce soit égal. 0. Il faut que ce soit égal à 0. Alors, donc, on va faire la preuve ici. Donc, je vais prendre E égale à R3. Et puis, c'est un espace vectoriel sur quel corps? R. Le corps, c'est R. C'est un espace vectoriel sur R. Alors, notre ensemble, c'est F égale l'ensemble des x, y, z, tel que, donc ça c'est l'ensemble des x, des triplés, donc ce sont des éléments de R3, x, y, z, appartenant à R3, mais pas tous les vecteurs. On va prendre juste les vecteurs qui vérifient la condition x plus z égale à 0. C'est une partie de R3, mais ce n'est pas égal à R3. Donc, il est inclus dans E, mais il n'est pas égal à E. Hein, c'est différent. Alors, pour qu'un vecteur soit dans F, x, y, z appartient à F, si et seulement si appartient à F, pour qu'un vecteur soit dans F, alors ça signifie que x plus z est égal à 0. Donc, quand on vous donne un vecteur, si x plus z est égal à 0, alors il est dans F. Si x plus z n'est pas égal à 0, ce n'est pas dans F. Alors donc, on veut montrer que F, c'est un sous-espace vectoriel. C'est ça ce que vous dit l'exemple. F, c'est un sous-espace vectoriel de E. Alors, d'abord, F, il est inclus dans E, c'est clair. Alors maintenant, pour que ce soit un sous-espace, on va montrer les conditions 1, 2 et 3. La première condition, c'est quoi? Il faut que F soit non vide. Alors, je vous ai dit, il faut commencer toujours par 0 de E. Alors, c'est quoi 0 de E? Alors, 0 de E, c'est le vecteur nul. Donc, c'est le vecteur dont toutes les composantes sont nulles. Voilà ce qu'on appelle le 0 de E. On l'a vu ce matin, hein, je l'ai donné quand on avait étudié Kn, je vous ai donné l'élément neutre. Alors, est-ce qu'il appartient à F? Ouais. Oui. Oui, parce que la première composante qui est 0, plus la dernière composante qui est 0 aussi, si vous faites la somme, ben ça donne 0. Et donc, ça appartient à F. Et comme ça appartient à F, donc il y a au moins un élément, et donc ça signifie que F n'est pas vide. Alors, je vais passer à la deuxième condition. La deuxième condition, je prends deux éléments dans F. Donc, soit deux éléments. Alors, je vais prendre U égale à x, y, z. C'est un vecteur, je l'appelle U. X, y, z appartenant à F. Et puis, je prends un autre vecteur, je l'appelle V, égale, par exemple, x', y', z'.
X', Y', Z', appartenant aussi à F. Alors, comme U appartient à F, donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que X plus Z, c'est égal à 0. Donc, X plus Z, c'est égal à 0. Et comme V appartient à F, ça signifie que X' plus Z', là aussi, c'est égal à 0. Alors, je vais vérifier maintenant. Je vais vérifier, est-ce que U plus V appartient à F? Alors, pour vérifier si U plus V appartient à F, je calcule U plus V. Alors, on a vu ce matin que comment se fait la somme de deux triplés? C'est quoi U plus V? On va faire la somme des composantes une par une. Donc ici, on obtient la première composante plus la première composante de l'autre vecteur. Donc on obtient X plus X'. Ensuite, Y plus Y'. Ensuite, Z plus Z'. Voilà U plus V. Alors, ce que je veux, c'est est-ce que ça appartient à F? Là, je ne sais pas. Alors, comment savoir si ça appartient à F ou non? Qu'est-ce qu'on va faire? Plus Z'. Pour voir si ça appartient à F, je prends la première composante plus la dernière. Si c'est égal à 0, donc ça appartient à F. Si ce n'est pas égal à 0, donc ça n'appartient pas à F. Alors, donc, je vérifie à quoi est égal X plus X'. Plus Z plus Z'. Je vérifie ça. Je calcule cette somme. Alors, ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à X plus Z. Donc, c'est d'abord X plus Z. Plus X' plus Z'. Mais regardez bien, X plus Z, c'est égal à quoi? C'est 0. Donc là, j'obtiens 0 plus 0. Et 0 plus 0, ça me donne 0. Ça me donne 0. Alors, puisque la dernière composante me donne 0, alors ça appartient À F. Ça appartient bien à F. Donc, à ce moment-là, U plus V, il appartient à F. Alors, de l'autre côté, je vais regarder maintenant la troisième condition. Alors, la troisième condition, je vais prendre lambda dans R. K, c'est R. Je prends lambda dans R. Avec le U qui est ici. Avec le U. Le U qui appartient à F. Avec le U qui est dans F. Et je vais regarder lambda fois U. Alors, c'est quoi lambda fois U? Lambda fois U, c'est lambda. X, lambda, Y, lambda. Voilà, d'abord je l'écris comme ça. C'est lambda fois le vecteur X, Y, Z. Et on a vu ce matin comment on calcule un scalaire fois un vecteur, un triplé comme ça, X, Y, Z. Alors, on a dit que c'est le scalaire multiplié par chacune des composantes. Donc là, c'est lambda X, lambda Y et lambda Z. Le problème maintenant, c'est est-ce que lambda fois U appartient à F? Alors, comme comment savoir s'il appartient à F?
Lambda X plus lambda Z On égale. va faire lambda X plus lambda Z. Comme lambda X, la première composante plus la dernière, plus lambda Z est égal, je mets le lambda en facteur. Parce que ici, c'est dans R. Hein, ici, ça se passe dans R. C'est lambda X plus Z. Et du moment que U appartient à F, donc X plus Z, c'est égal à 0. Je comprends. Donc ici, c'est 0. Lambda en facteur, ouais. Voilà, on a mis le lambda en facteur. X plus Z, c'est 0. Donc ça donne lambda fois 0. Monsieur, on peut dire qu'il Et lambda existe fois un 0, c'est lambda égal. égal à Comment 0. On peut dire Comment qu'il existe un lambda égal à 0, donc... Non, lambda, il faut qu'il soit quelconque. Regardez la définition d'un sous-espace. Si vous le vérifiez uniquement pour 0, ça ne marche pas. Il faudrait que ce soit pour n'importe quel lambda. Vous prenez n'importe quel U et n'importe quel lambda. Il faut vérifier à chaque fois que lambda fois U appartient à F. Donc, pas uniquement pour 0. Il faut que ce soit pour n'importe quel lambda. Donc ici, on appuie n'importe quel lambda. On appuie lambda quelconque, quel que soit lambda dans F, et quel que soit U dans F. Donc lambda, il est quelconque, U, il est quelconque. D'accord? Alors, le fait que U appartient à F, qu'est-ce qui va être égal à 0? Ben, c'est X plus Z. C'est la première composante de U avec la dernière composante de U. C'est la somme de X et Z qui est égale à 0. Alors, comme ici, X plus Z, c'est égal à 0, donc lambda fois 0, ça me donne 0. Ce qui fait que la première composante de lambda avec la dernière composante de lambda U, ça me donne 0. Donc, on va conclure quoi? On va conclure. Alors, le vecteur lambda U, il est forcément dans F. Alors, les trois conditions sont vérifiées, ben, ce qui fait que F, c'est un sous-espace vectoriel. Donc ici, dans les exemples, je vous ai donné juste les résultats. Je viens de faire la preuve du premier exemple. Alors maintenant, essayez de faire la preuve des autres. Alors maintenant, le deuxième exemple, on se place dans les E quelconque. Donc ici, c'est un espace vectoriel quelconque. Ça peut être n'importe quel espace vectoriel. Et puis, on prend un vecteur dans E, n'importe lequel, et je considère l'ensemble F qui est égal à K fois U. Alors, qu'est-ce qu'on appelle K fois U? C'est un ensemble qu'on aura l'occasion de voir plus tard. Qu'est-ce qu'on appelle K fois U? Ben, les éléments de K fois U, regardez bien, ce sont les alpha fois U avec alpha dans K. Donc, c'est tous les scalaires fois U. Donc, K fois U, c'est les éléments qui s'équilibrent alpha U avec alpha dans K. Alors, vérifiez que KU, eh ben, c'est un sous-espace vectoriel de E. D'accord? Il faut vérifier qu'il est non vide, que la somme de deux éléments de K fois U, c'est un élément de K fois U, et qu'un scalaire fois un élément de K fois U, c'est un élément de K fois U. C'est très très simple. Vérifiez que c'est un sous-espace. Alors, le troisième exemple, on se place dans l'ensemble des applications. Alors, l'ensemble des applications de R dans R, on a vu que c'est un espace vectoriel. Je l'ai donné comme exemple. Alors maintenant, je prends uniquement les applications de R dans R qui sont paires. Alors, c'est quoi une application paire? C'est une application qui vérifie, quel que soit X, f de moins X égale f de X. C'est ce qu'on appelle une fonction paire. Donc, on prend uniquement les applications qui sont paires. Alors, vérifiez que F, c'est un sous-espace vectoriel de
de A, R. Alors, une fois que vous le vérifiez, alors essayez de voir, est-ce que l'ensemble des fonctions impaires, est-ce que c'est aussi un sous-espace? Alors, c'est quoi les fonctions impaires? Une fonction impaire, qu'est-ce qu'elle vérifie? f de x égale à moins f de x. Non, f de moins x. F de moins x égale à moins f de x. D'accord? Une fonction qui est impaire, c'est une fonction qui vérifie f de moins x égale à moins f de x. Alors, vous allez vérifier aussi, est-ce que c'est un sous-espace? Alors, le quatrième exemple, on prend, qu'est-ce qu'on appelle Kn de x? Alors, d'abord, Kx, c'est l'espace des polynômes. Alors, Kn, c'est uniquement les polynômes de degré inférieur ou égal à n. Par exemple, si je prends Rx, par exemple, Rx, c'est l'espace de tous les polynômes à coefficient réel. Donc, c'est tous les polynômes possibles à coefficient dans R. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler, par exemple, R2 de x? Quand on met n en bas, qu'est-ce qu'on appelle R2 de x? Eh bien, R2 de x, ce sont les polynômes. Ce sont les polynômes, mais pas tous. C'est uniquement les polynômes de degré inférieur ou égal. Alors, vous savez ce que c'est que le degré d'un polynôme? Est-ce que vous savez ce que c'est? X carré plus bx. Oui, le degré, donc c'est la puissance, la grande puissance qui intervient. C'est la puissance de x qui est la plus grande dans l'écriture du polynôme. Donc, le degré de p est inférieur ou égal à 2. Alors, ça veut dire quoi? Comment s'équilibrent les polynômes de degré inférieur ou égal à 2? Effectivement, vous venez de le dire, ce sont les polynômes qui s'équilibrent A0 plus A1 x plus A2 x2. On ne va pas au-delà de x2. Avec A0, A1, A2 dans R. Donc, ce sont tous les polynômes qui s'équilibrent comme ça. Par exemple, est-ce que x appartient à R2 de x? Le polynôme x. Est-ce qu'il appartient à R2? Oui. Ça veut dire A0, c'est quoi? 0. 0. A1, 1. 1. Et A2, 0. c'est 0. Donc, par exemple, x, il est ici. X plus x2, par exemple, ou x plus 3x2. Est-ce qu'il est dans R2 de x? Oui. Oui, etc. Donc, l'essentiel, c'est que la puissance de x, il ne faut pas qu'elle dépasse, enfin, la grande puissance, les grandes puissances qui interviennent, il ne faut pas qu'elles dépassent 2. Donc, le maximum, il faut que ce soit 2. C'est ce qu'on appelle le degré. Donc, les polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Si c'est x, le degré, c'est 1. Si c'est x plus 3x2, le degré, c'est x2, ainsi de suite. Alors, voilà donc ce qu'on va prendre. Alors, Kn, ce sont les polynômes de degré inférieur ou égal à n. Eh bien, si vous prenez uniquement les polynômes de degré inférieur ou égal à n, vous obtenez un sous-espace. Voilà donc quelques exemples de sous-espaces. Et pour chaque exemple, je vais vous demander donc de vérifier qu'effectivement, c'est des sous-espaces. Vous le vérifiez comme je viens de le faire pour le premier exemple. Bon, alors, on s'arrête à 11h20. 11h30. Donc, il reste 2 minutes. Alors, il y a une proposition, c'est comme dans le cas des groupes. Alors, l'intersection, on sait que l'intersection de deux sous-groupes, c'est un sous-groupe.
Alors, c'est valable aussi pour les espaces vectoriels. L'intersection de deux sous-espaces vectoriels, c'est un sous-espace vectoriel. Mais la réunion, non. La réunion de deux sous-espaces vectoriels, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. L'intersection, oui. La réunion, non. Donc, on va énoncer juste cette proposition-là et on va faire la preuve la prochaine. Donc, on a suffisamment avancé. Donc, je vais vous préparer une série d'exercices et dès qu'elle sera faite, s'il y a une série de coordination, je préfère faire la série de coordination. Alors, s'il n'y a pas une série de disponibles, je vais faire une série moi-même et je vous l'enverrai dès qu'elle est prête. Si vous avez des questions, vous les posez. Sinon, donc, je vais mettre un terme à la lumière. Alors, ce qui est difficile dans le chapitre, dans le module de deuxième semestre, ce qui est difficile, ce sont les définitions. Parce que c'est des choses nouvelles, donc c'est pas facile à intégrer facilement dans un premier temps. Mais à force de faire les exercices, vous allez voir que une fois que vous avez compris le principe, c'est très très facile. C'est un module qui n'est pas du tout compliqué. Ce qui est compliqué, ce sont les définitions. C'est pas facile à assimiler rapidement dans un premier temps. Mais une fois que tout rentre dans l'ordre, une fois que vous commencez à assimiler les choses, il faut profiter au maximum parce que c'est pas du tout compliqué. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, alors s'il n'y a pas de questions, donc je vous libère. Voilà, donc, à tout à l'heure pour le groupe 1 et 2, parce qu'on a un TD d'analyse maintenant. Alors, pour les autres,